Tout le monde se souvient des débuts tonitruants de Brown GP en 2009, mais en 1977, une toute nouvelle écurie avait déjà réalisé le même coup, Wolf et sa WR1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui à l'étonnante Wolf WR1. Dans les années 70, bon nombre de petites écuries voient le jour, à commencer par celle de Frank Williams. De Polytoys à Iso Marlboro puis à son équipe éponyme, le légendaire anglais peine à faire décoller sa structure, mis à part le fantastique podium de Laffite sur le terrifiant Nürburgring en 1975. Dans le même temps, Walter Wolf, un richissime Autrichien faisant fortune au Canada, souhaite intégrer le championnat du monde de Formule 1. Pour ce faire, il rachète une partie du team Williams pour fonder le Walter Wolf Racing. Les résultats ne sont guère encourageants, et en fin de saison 1976, les deux parties se séparent. Pour autant, Wolf ne compte pas s'arrêter là et pour 1977, il décide de créer sa propre machine, la Wolf WR1. Inspirée de la S4 308C qu'il avait fait courir en 1976 avec Williams, la nouvelle création canadienne n'a rien d'exceptionnel à première vue. Pas d'extravagance aérodynamique, radiateur dans le museau, moteur V8 Cosworth de 480 chevaux. Les couleurs noir et or sont presque même égales à celles de la rivale anglaise Lotus. Il subsiste pourtant une différence, le capot moteur. Ce dernier est bien moins haut que la concurrence, abaissant en somme le centre de gravité de l'ensemble. Pour des raisons de sécurité, un énorme arceau surmonte la tête du pilote. Mais quel pilote ? Pour le grand patron, il faut une pointure. Déjà, il n'y aura qu'une seule voiture car selon ses dires, un seul homme peut être champion à la fin. Lauda, déjà sous contrat chez les Rouges. Andretti, bloqué chez Lotus. Peterson, il remplace désormais Scheckter chez Tyrrell sur la P34. Jody Scheckter, pas de contrat signé, peut-être une opportunité en or à saisir d'urgence. C'est donc le petit Sud-Africain qui sera choisi pour entraîner cette nouvelle machine en 1977. Après plus d'une dizaine de milliers de kilomètres de tests, la petite équipe est enfin prête et ne cache même pas ses ambitions de gagner. Et c'est en Argentine, sur le circuit de Buenos Aires, que s'ouvre le chapitre 1977 de Formule 1. La chaleur est accablante et toutes les mécaniques souffrent terriblement, tout comme les pilotes d'ailleurs. Si les Ferrari et McLaren semblent être les grandes favorites de cette nouvelle campagne, beaucoup d'observateurs ont les yeux rivés sur la nouvelle création de Chapman, la Lotus 78 à effet de sol. Jusque-là, personne ne scrute la WR1. 11e de la première séance de qualification à 2 secondes de la pole de Hunt, rien ne prémédite ce qui se passera le lendemain. Ce dimanche 9 janvier, la canicule fait rage et aura de grandes conséquences en piste. Au fur et à mesure que la course avance, les abandons se succèdent. Pas de mécanique ou bris de suspension, personne n'est à l'abri. Peu après la mi-course, les deux Brabham s'échappent devant l'étonnant Scheckter qui s'offre même le luxe de dépasser la fameuse Lotus d'Andretti. Dans le dernier quart, Watson renonce alors que la Wolf remonte à grandes enjambées sur le leader Pache, en difficulté lui aussi. À bord d'une Brabham mourante, le Brésilien ne peut résister au Sud-Africain qui, à 6 tours du but, prend la première place pour ne plus jamais la quitter. L'exploit est historique. Seuls Alfa Romeo en 1950 et Mercedes en 1954 ont réussi jusque-là à remporter leur premier Grand Prix pour leur première apparition. Wolf rejoint donc cette petite liste qui ne verra d'ailleurs que le nom de Brown GP les rejoindre en 2009. Pourtant, cette victoire ne fait pas mouche auprès des journalistes qui, pour beaucoup, estiment que ce succès reste chanceux au vu du grand nombre d'abandons. Erreur. À Sao Paulo, la WR1 ne fait pas mieux que 15e en qualification et la réussite argentine ne semble pas être de son côté. En effet, après seulement 11 tours, le V8 américain explose, répandant beaucoup d'huile sur le tracé brésilien. Si Scheckter abandonne directement, il causera la perte de plusieurs voitures à cause du fluide déversé. À Kyalami, soit la course à domicile pour le seul pilote de l'équipe, Wolf arrive en pleine confiance. L'écurie a en effet loué la piste sud-africaine pour mener une batterie de tests visant à améliorer les performances. Cela se remarquera d'entrée de jeu avec le 5e temps des qualifications, une belle progression. Le jour du Grand Prix, le rythme est toujours présent et en quelques tours, le voilà au 2e rang à chasser Lauda pour le leadership. Il ne parviendra cependant pas à remonter sur la 312T de très mal en point de l'Autrichien, qui remporte ici sa première victoire depuis son terrible accident. Scheckter termine 2e et reprend la tête du championnat, de quoi faire taire tous ses détracteurs. Pourtant, la joie n'est nullement présente car lors de la course, un bête incident tua un commissaire imprudent et Tom Price, le pilote Shadow. Le drame, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, plomba toute l'ambiance qui régnait dans le paddock. Avant de retrouver les États-Unis, la Formule 1 fait une brève halte à Brands Hatch pour la course des champions, hors championnat. La WR1 continue de faire bonne impression en terminant 2e à une vingtaine de secondes du vainqueur Hunt. Avant de retrouver le vieux continent, c'est à Long Beach que font escale les pilotes. 3e sur la grille, Scheckter s'empare instantanément du leadership, devançant d'une courte tête Andretti et Lauda. Les trois hommes resteront collés durant l'intégralité de l'épreuve dans le même ordre. Mais dans les derniers kilomètres, le pneu avant droit de la Wolf commence à sérieusement se dégonfler. S'il parvient à la maîtriser quelques tours, Scheckter laisse finalement filer ses deux rivaux à 4 tours du but, terminant quasiment sur 3. La désillusion est grande, mais encore une fois, la petite structure canadienne aura démontré tout son potentiel. De quoi augurer un avenir plutôt radieux.
À Jarama, en Espagne, beaucoup d'écuries optent pour de nouvelles monoplaces, à commencer par Wolf qui amène ici la WR2, une machine avec un empattement légèrement plus grand que sa devancière. Pour autant, la WR1 n'est pas rangée au musée et pourrait bien ressortir si le besoin s'en fait sentir. Sur la tortueuse piste madrilène, la Lotus à effet de sol est imbattable, mais la Wolf ne s'en sort pas si mal. 5ème sur la grille, elle permettra à Scheckter de remonter au 3ème rang, suffisant pour prendre le commandement du championnat qu'il partageait alors avec Lauda. À Monaco, la WR1 reprend déjà du service et le résultat est là. Deuxième temps des qualifications à 4 dixièmes de la Brabham de Watson, la Wolf continue d'étonner. Le lendemain, il n'aura fallu qu'une centaine de mètres pour décider du sort de la course. Au départ, l'Anglais patine, au contraire de Scheckter qui s'élance impeccablement et vient en tête à Saint-Davos. Dès lors, la WR1 sera imbattable. Son concurrence, la monoplace noire et or, voguera entre les rails jusqu'au drapeau à damier pour ainsi remporter une deuxième victoire méritée, la 100e pour le bloc anglo-américain. Une semaine plus tard, c'est à Zolder que se rendent les pilotes et équipes pour le Grand Prix de Belgique. Les Lotus semblent tout écrasés, mais dans le premier tour, Andretti et Watson s'accrochent, laissant Scheckter seul en tête. Le crachin qui avait bien humidifié la piste avant que les bolides ne s'élancent laisse peu à peu place à une trajectoire sèche. Mais peu avant de s'arrêter pour chausser les slicks, le Sud-Africain commet une erreur et part en tête à queue. S'il parvient à repartir, c'est grâce à l'aide des commissaires de piste, ce qui est bien entendu illégal. La Wolf est donc sous le coup d'une disqualification. Le rythme de la WR1 est bon, mais craignant une nouvelle averse, Scheckter rentre au stand pour remettre des gommes pour la pluie. Quelques boucles plus tard, sa pompe à huile le trahit, c'est l'abandon. En Suède, la Wolf fait toujours des merveilles et une fois encore, c'est depuis le top 5 que démarre le leader du championnat. Rapidement, la Lotus d'Andretti prend le large mais derrière, Scheckter continue de mener la vie dure à la Brabham de Watson pour la deuxième place. Au 29e tour, le pilote de Walter Wolf plonge pour dépasser l'anglais mais celui-ci ne le remarque pas, c'est l'accrochage. Suspension pliée, l'abandon est inévitable pour le Sud-Africain qui garde pourtant le commandement du championnat du monde. En France, sur le tracé de Dijon-Prénois, Wolf lance sa nouvelle machine, la WR3. Malheureusement, cette monoplace ne sera pas vraiment compétitive, si bien que son pilote ne parvient pas à faire mieux que 8ème sur l'exercice du tour chronométré. La course sera identique aux qualifications avec des points difficiles à atteindre et surtout, à Andretti et Watson lui prenant un tour. Pour ne rien arranger, Scheckter sera percuté par Regazzoni dans les derniers kilomètres. C'est déjà le 3ème abandon consécutif. Résultat, Lauda reprend la tête du championnat, un point devant l'ex-leader, désormais ex-aequo avec l'américain de chez Lotus. À Silverstone, la WR3 est délaissée pour la WR1, un mal pour un bien. La belle noire et or s'élance 4ème et de gros points sont à prétendre à l'arrivée, mais à moins de 10 tours du but, le V8 Cosworth se tait. Avec un 4ème abandon de rang, Scheckter voit le titre lui échapper petit à petit, mais avec seulement 7 points de retard sur Lauda, rien n'est encore joué. Un an après les tragiques événements du Nürburgring, la Formule 1 délaisse la piste de l'Eiffel pour se rendre sur l'ultra-rapide circuit d'Hockenheim. Walter Wolf aimerait gagner davantage de performance en cette deuxième partie de saison, mais il sait que la fiabilité peut lui coûter cher. Pour lui, il faut ressortir les WR2 et WR3 qui devraient normalement être plus rapides que la première WR1. Dans cette optique, c'est la deuxième du nom qui sera utilisée en Allemagne. Et là, surprise, Scheckter parvient à se hisser en pole position, la première du team canadien, la dernière également. Personne n'aurait imaginé un tel résultat, mais sur un tracé sollicitant grandement les unités de puissance, rien ne sera joué avant la ligne d'arrivée. S'il vire facilement en tête au premier virage, le Sud-Africain voit son rival autrichien de chez Ferrari remonter à vitesse grand V sur lui, avant de l'effacer et de le laisser littéralement sur place. S'il se contente de la deuxième place à l'arrivée, le pilote Wolf reste déçu et sait au fond de lui que la couronne sera difficile à atteindre. Les vitesses folles seront de nouveau de la partie sur le terrifiant Österreichring en Autriche, avec cette fois-ci le grand retour de la WR3, pourtant lente en France. Cela se reconfirme avec le 8ème temps des qualifications, loin des Lotus, Ferrari et McLaren. Pourtant, la monoplace se portera bien mieux le dimanche, sûrement aidée par les conditions plus fraîches et la pluie mouillant bien le bitume juste avant le départ. En 12 tours, le Sud-Africain est déjà remonté à la deuxième place et ne compte pas s'arrêter ainsi. Malheureusement, derrière lui, Lauda, Nilsson et surtout Jones se montrent très pressants. Les trois hommes passent la Wolf en quelques mètres, mais quelques minutes plus tard, Hunt et Nilsson renoncent. Le podium est donc entrevu pour la WR3 et son pilote, mais un tête à queue et un moteur calé auront raison de cette performance gâchée. C'est son 5ème abandon en 6 courses, le reléguant à 16 points de Lauda pour ce qui est du championnat pilote. À Zandvoort, c'est la WR2 qui est choisie pour concourir, mais après les qualifications et le 15e temps réalisé, les espoirs sont quelque peu anéantis. Mais comme en début de campagne, les plus mauvaises qualifications sont synonymes de bonnes performances. Au prix de nombreux incidents et abandons, Scheckter remonte petit à petit dans la hiérarchie jusqu'au 4ème rang, et même au 3ème dans le dernier tour grâce à la panne d'essence de Tambay. Ce podium inespéré ne changera pourtant rien au championnat car c'est bien Lauda qui s'impose, portant son avance à plus de 21 points. Pour Wolf, la sortie de ses dernières monoplaces n'aura pas été très fructueuse et avec la fin proche du championnat, difficile d'imaginer détrôner Ferrari et le champion 1975 Niki Lauda des premières places. À Monza, Wolf ressort la WR1 et la performance est immédiatement retrouvée. Scheckter tient le 3ème rang sur la grille de départ et pointe même en tête à l'abord de la première chicane. Sa monture est rapide mais pas autant que la Lotus d'Andretti qui laisse le Sud-Africain en 2ème position.
De précieux points peuvent alors être repris à Lauda, mais peu avant la mi-course, le V8 Ford Cosworth subit une nouvelle avarie, conduisant à un nouvel abandon. Toute l'écurie est dépitée. Pour Lauda, le sacre est quasiment en poche, il ne lui faut désormais qu'inscrire qu'un seul petit point pour y parvenir et malgré une très mauvaise entente à Maranello, rien ne semble pouvoir l'en empêcher. La Scuderia qui signe d'ailleurs chez elle une 3e couronne mondiale au tableau des constructeurs, rien d'étonnant finalement. Pour la fin de la saison, la Formule 1 se rend outre-Atlantique avant de terminer au Japon. Et c'est aux États-Unis, à Watkins Glen, que se dispute la 15e manche de l'année. Wolff fait le choix de la WR2, mais là encore, son meilleur temps ne la place que dans le ventre mou du peloton. Pour ne rien arranger, la pluie tombe quasiment sans cesse tout le long du week-end, de quoi perturber encore un peu plus un Grand Prix qui s'annonce difficile. Auteur d'un bon départ, Scheckter pointe rapidement au 3e rang, mais au fur et à mesure que les tours passent, l'écart avec les leaders Hunt et Andretti grandit. S'il maintient son rang jusqu'à l'arrivée, le pilote Wolff laisse presque 80 secondes au vainqueur du jour. Derrière lui, Lauda inscrit les 3 points de la 4e place, synonyme de titre mondial. Le Sud-Africain se sera bien battu mais doit s'avouer vaincu. Tant pis, il visera plus haut l'année prochaine. Pour la manche à domicile de l'équipe, Wolff ressort la WR1, seule monoplace à s'être imposée jusqu'ici. Pour faciliter la tâche, le récent champion ne prend même pas la peine de disputer le Grand Prix, ses relations avec la Scuderia étant devenues épouvantables, tout comme les conditions météo du week-end canadien. Lointain 9ème, Scheckter espérait mieux mais sa bonne faculté à remonter devrait l'avantager le lendemain. Rapidement 4ème, il bénéficiera d'un concours de circonstances pour retrouver les avant-postes bien qu'il navigue à un tour d'Andretti et Hunt. Dans les derniers tours de course, Mass, alors 3ème et premier retardataire, bloque la Lotus de l'Américain pour permettre à son équipier de passer. Mais par la suite, l'Allemand oublie l'autre McLaren et cause bêtement l'accrochage des deux Anglaises. Puis, quelques kilomètres plus tard, le moteur de la Lotus 78 explose alors que l'arrivée était en vue. Scheckter finit par prendre le leadership pour 3 petits tours, les 3 qu'il fallait mener. Il s'offre alors de grandes chances de terminer vice-champion face à Andretti au Japon, mais surtout, il empoche un magnifique succès à domicile pour son équipe, la dernière également. À Fuji, théâtre un an plus tôt de la fin rocambolesque du championnat 1976, Wolff ressort une dernière fois la calamiteuse WR3. Le Sud-Africain arrachera la 6ème place sur la grille. Le jour de la course, la monoplace est plus en forme et paraît jouer le podium, mais un pneu en mauvaise posture l'oblige à s'arrêter. Résultat, un tour perdu dans l'aventure et une 10ème position sous le drapeau à damier. Par chance, Andretti s'est sorti dès le premier tour. Jody Scheckter devient donc officiellement vice-champion du monde de la saison 1977. Brillant et presque parfait. Du côté des constructeurs, Wolff se place 4ème à 7 points seulement de Lotus, 2ème. Pas mal pour une équipe qui n'aura engagé qu'une seule voiture tout au long de l'année face au cadre de la discipline. Pour 1978, le titre est évidemment l'objectif numéro 1, mais la chance du débutant n'est plus. L'écurie canadienne va vite redescendre au tableau malgré la présence d'une seconde voiture conduite par Keke Rosberg. La WR1, meilleure monoplace conçue, ne ressortira que 4 fois en 1978. En parallèle, les WR4, WR5 et WR6 sont conçues, mais aucune d'elles ne permettra de retrouver le chemin de la victoire. À Interlagos, Scheckter s'accroche avec Tambay et abandonne dans la foulée. Même sanction chez lui à Kialami, alors qu'il menait une brillante course qu'il avait vu s'immiscer en tête entre les Lotus et Tyrrell, grande favorite de l'année. Le dernier coup d'éclat de la Wolff WR1 arrivera dans les rues de la Principauté de Monaco, avec une 3ème place finale. La dernière sortie de la grande surprise de 1977 s'effectuera entre les mains de Bobby Rahal à Montréal, sans grande réussite. Dès lors, le team canadien sombrera dans le classement, et malgré les 3 nouveaux podiums de son pilote vedette à Hockenheim, Watkins Glen et Montréal, l'aventure Wolff en Formule 1 prendra fin un an plus tard. Au final, la Wolff WR1 aura remporté 3 grands prix, dont son premier, 6 podiums et un meilleur tour en course, sans pour autant décrocher de pole position, cet exploit étant à mettre à l'actif de la plus rétive WR2. Elle aura surtout permis de mettre en valeur le talent de Scheckter, véritable leader d'une écurie débutante. D'ailleurs, le Sud-Africain remportera dès 1979 le championnat du monde de Formule 1 avec la Scuderia Ferrari, mais son nom aurait pu être affiché 2 ans auparavant dans les livres d'histoire. Si la WR1 avait participé à toutes les courses, peut-être aurait-elle permis à son pilote de l'emporter tant ses performances étaient supérieures aux WR2 et WR3. La fiabilité, catastrophique en 1977, a privé le Sud-Africain de beaucoup d'occasions pour scorer. Sans cela, rien n'aurait été joué avant Fuji, mais comme on le dit souvent, avec des si, on refait le monde. Si la Wolff WR1 devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'en 14 départs, elle aura remporté 3 courses, dont sa première, n'aura pas décroché de pole position mais aura réussi à accrocher 6 podiums et un meilleur tour en course. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les pages Facebook et Instagram, et quant à moi je vous dis à très vite pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.